Allô, bonjour. Coucou, c'est moi, dis. T'as entendu? Il paraît que Napoléon a inventé Photoshop. Attends, c'est pas tout à fait ça. Je t'explique. Napoléon, un génie de la communication. Un podcast en 4 épisodes proposé par la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Épisode 3, la machine infernale. Dans cet épisode, nous allons passer de l'autre côté du miroir pour mieux comprendre ce que l'on peut nommer la machine infernale. Mise en place par les Anglais pour contrer psychologiquement et avec ses propres armes la toute-puissance de Napoléon, en s'appuyant sur une cohorte de caricaturistes chargés de contrer la propagande française. Mais comment ai-je pu oublier de vous parler, lors des 2 premiers épisodes, du tableau de Jean-Antoine Gros? Vous vous souvenez, le peintre du pont d'Arcole? Ce bijou se nomme Les Pestiférés de Jaffa. Si l'on parle vraiment de fake news, de désinformation, Les Pestiférés restent le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre en matière de propagande, puisque totalement erroné. C'est presque aussi fort que le sacre de Napoléon, dans lequel, avec l'aide du peintre, on inventa carrément Photoshop. Ces pestiférés, commandés par l'empereur à la mi-juin 1804 en vue de son prochain couronnement, est un rappel de l'un des moments les plus terribles de la campagne d'Égypte de 1798. Pour mieux en comprendre la signification, laissons courir notre imagination. Nous sommes le 1er décembre 1804, dans la salle des maréchaux au palais des Tuileries, presque déserte. Les ouvriers viennent de mettre en place le dernier chef-d'œuvre de David, et le maréchal Soult, seul, le contemple, silencieux et perplexe. Des pas dans son dos qui se rapprochent. Monsieur le maréchal. Cher maître. Alors, monsieur le maréchal d'Empire, un avis sur ma création ? Comment dire, cette posture de Bonaparte, de l'empereur, touchant d'une main dégantée l'un de nos malheureux soldats atteints par la peste, quelle dramaturgie! Vous n'appréciez pas ? Ouh là là, si, bien sûr, c'est magnifique, christique presque, surtout quand on se rappelle de la réalité. Oh, mais vous y étiez, cher ami ? Justement, oui, j'y étais. Et je me souviens qu'avec l'âne et Murat, qui nous accompagnaient ce jour-là dans le lazaret, nous avions eu du mal à suivre notre général qui traversa cette vision d'épouvante à toute vitesse. En tous les cas, sans jamais s'arrêter devant nos pauvres soldats. D'où ma surprise. Oh, allons donc, Soult ! Non, mais je vous comprends. Ça me rappelle un peu cette tradition de la vieille monarchie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Bien sûr que vous vous souvenez. Le roi te touche, Dieu te guérit. Vous nous avez refait le toucher des écrouelles par Bonaparte. Quel talent ! Quand on pense que notre empereur envisagea de les faire empoisonner pour le bien de notre progression, quel grand écart ! Mais monsieur le maréchal, c'est une commande de l'empereur. Et on ne refuse rien à sa majesté impériale. Revenons, après cet intermède, à la caricature. Il nous faut d'abord contextualiser la mise en place de ce que j'ai nommé la machine infernale. Nous avons vu dans l'épisode précédent que l'on ne savait trop comment traiter ce jeune conquérant. On l'aime pas. En Angleterre, on s'est amusé de ce jeune général, qui colle des fessées à la chaîne aux vieilles perruques poudrées et couronnées du continent. Les caricaturistes le représentent d'abord le plus souvent comme un petit bonhomme en uniforme, se partageant le monde avec Fox, le Premier ministre. La terre pour lui, la mer pour les Anglais, rien de vraiment méchant. On serait presque prêt à s'acoquiner avec lui, tout en envoyant par voie de presse quelques pics sous forme de dessins, pour ne pas en faire un héros quand même. Il n'empêche que c'est une star, chez nous, chez les autres peuples, qui voient en lui non seulement un porteur de liberté, mais pour certains la fin du servage. Et cela même chez les Anglais. Oui, chez les Anglais. Ça c'est pour le côté pile. Passons au côté face.
Tout change en 1803, et en Angleterre justement. Les conservateurs vont gagner les élections. On ne voit pas tout de suite ce que ça va changer, mais c'est la vieille monarchie qui revient, et qui n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, ce Corse qui sent très fort la République. Il faut la battre. Il faut donc créer un incident diplomatique pour mettre le feu aux poudres. Alors on va casser le fameux traité d'Amiens, déjà évoqué, signé 2 ans plus tôt. Et ça marche. Bonaparte explose devant Fox et les représentants britanniques qui s'enfuiront à toutes jambes. Sachez, monsieur, que je préférerais vous voir sur les hauteurs de Montmartre que sur l'île de Malte. Si vous voulez la guerre, dites-le. Malheur à qui ne respecte pas les traités. Bon, pour ce qui est de se battre avec ce furieux, l'Angleterre manque d'hommes, mais pas d'argent. Alors on va payer grassement les puissances alliées, afin qu'elles puissent s'armer et corriger ce jeune coq qui se prend pour un aigle. Sur mer, les Anglais se savent les plus forts, mais cela reste bien insuffisant. Pourquoi pas, donc, l'arme psychologique? En Angleterre, la liberté de la presse est un fait accompli. Grâce à ces fameux caricaturistes, vedettes en leur pays et très bien payés par les journaux, les Anglais disposent d'un outil déjà très affûté qui leur permet de jouer sur la versatilité de l'opinion publique. Pitt, le nouveau Premier ministre, va avoir l'idée de faire appel à eux plus officiellement, les Gilray, Cruikshaw, Rawlinson. Il faut ridiculiser ce nabot en Angleterre, mais aussi en France, et partout où ce petit ambitieux étend ses conquêtes. Alors on va lui trouver un surnom, Bonnet, pour Bonaparte. On va en faire un excité qui saute partout, et on va définitivement choisir de le dessiner tout petit. Ce sera donc Little Bonnet. Ce qui est drôle, c'est que Napoléon n'était pas si petit, 1,68 m, c'était pas mal pour l'époque. Mais c'est resté dans l'inconscient collectif, même en France, même aujourd'hui. Comme si ça ne suffisait pas, et avec le même succès, les Anglais vont détourner les voyages de Gulliver, de Swift, pour y transposer l'image du petit général malfaisant face au brave George III d'Angleterre. Un carton médiatique. Tout cela a un coût assumé par le gouvernement. Plus de 6 millions de livres en une dizaine d'années seront dépensés pour soutenir ces artistes redoutables et diffuser leurs brûlots. Bon, pour info, cela représente aujourd'hui environ 100 millions d'euros. Notre grand conquérant, qui n'a pas l'habitude d'un tel traitement, est furieux. Puisque tout finit par lui parvenir, il enrage contre cet ennemi qu'il ne peut contrôler. C'est l'arroseur arrosé. Et on rit de plus belle, même au sein de son armée, ce qui est insupportable. Le pire, c'est que ça donne des idées aux dessinateurs français qui vont s'y mettre. On s'en doute pas longtemps, hein. Dès 1804, 96 journaux sont fermés par Napoléon, il en restera 4, et les dessinateurs filent en courant, ou plutôt en nageant, de l'autre côté de la Manche. À partir de là, les dessins vont fuser de partout, et Napoléon ne s'en sortira jamais, car il ne dispose pas dans sa presse de tels artistes pour répondre à ce type d'attaque. Les années défilent. Napoléon, de son côté, multiplie les batailles et les peintres des tableaux gigantesques. D'Austerlitz à Iéna, d'Eylau à Friedland, des fresques historiques à jamais gravées dans l'histoire. Les peintres figent la gloire sur la toile, l'empereur, lui, écrit les bulletins de la Grande Armée, et le tout file à Paris pour l'opinion publique. Partout, dans des paysages déchaînés, on le voit sous les pinceaux de David ou de Gros, avec cette redingote grise et ce petit bicorne de castor qu'il a soigneusement choisi pour se donner une allure à jamais identifiable, même aujourd'hui. Vous trouvez que j'exagère ? Tenez, faites le test. Prenons une feuille, un crayon, dessinons vaguement une silhouette de dos
sans le moindre détail, juste un trait. Puis, un second au-dessus, en forme de croissant de lune, couché pour faire un chapeau. C'est bon ? Maintenant, montrez le dessin à n'importe qui et posez la question. Qui est-ce ? Napoléon. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ça, c'est de la com. La meilleure, un vrai logotype. Mais voilà. Il a beau faire et refaire la réalité des choses telles qu'il la veut, il y a toujours ces maudits dessinateurs. C'est finalement une guerre qu'il ne peut pas gagner. Les tableaux, c'est bien, c'est beau, mais le rire. Et cela se ressent de plus en plus sur l'opinion du peuple, qui commence même à douter. Les expressions moqueuses fusent jusque dans les faubourgs, telles celle-ci, être menteur comme un bulletin de la Grande Armée. L'étoile du grand chef pâlit. Et à partir de 1808, la campagne d'Espagne sonne l'arrivée des victoires compliquées, puis des inéluctables défaites. Plus grave, la France se lasse, l'Empire se désagrège, et les caricaturistes vont bon train. Survient alors une anecdote qui ne va rien arranger à l'image du souverain jamais repu. Depuis 1809, l'entente entre le pape Pie VII et Napoléon se dégrade en raison notamment de cette fichue décision politique de blocus continental qui va entraîner l'Empire au désastre. Napoléon annexe les États pontificaux, le pape refuse de reconnaître les évêques ordonnés en France, c'est l'escalade. En juin 1812, avant son départ pour la Russie, l'empereur fait venir le pape Pie VII à Fontainebleau pour essayer de régler une histoire d'institution canonique des évêques un peu compliquée, on passe sur le contenu. Les conversations s'éternisent, tournent mal. Le pape est têtu face à l'empereur qui se montre tour à tour enjôleur, bluffeur, théâtral, menaçant. Le dialogue est resté célèbre, rapporté par un témoin, le marquis de Caulaincourt. Nous sommes dans le grand salon pour un face-à-face homérique. Très Saint-Père, je vous vois faire une mine, comme si vous étiez mon prisonnier. Mais vous êtes dans cette superbe demeure, libre de vos mouvements, que je sache. Commediante. Commediante, io? Ah, signore Chiaramonti, je vous en ferai donner, moi, des comédies. Je vous possède tous, prince de Pirette, roi, empereur, évêque, pape. Tragediente. Les caricaturistes sont vent debout. Anglais, français et même allemand. Napoléon apparaît maintenant comme le fils du diable. Sur notre exemple, je vous rappelle que vous pouvez consulter les tableaux et dessins dont il est question ici sur le site des podcasts de la ville d'Antibes. On y voit un Lucifer caricaturé entouré de flammes, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté, facilement identifiable. On le reconnaît d'autant mieux que son auteur, l'inégalable Gillray, adopte une technique mixte, dirais-je, en ne caricaturant pas Napoléon, mais en reproduisant son visage tel qu'on le connaît dans les peintures classiques. Cela sous-entend que l'on ne force pas le trait, on rend compte, c'est tout. C'est finement pensé et ô combien efficace. Ces brûlots ne prendront fin qu'avec la chute de l'Empire. Reste que Napoléon n'a pas totalement quitté la scène de son théâtre. Il lui reste un acte à jouer, que nous découvrirons dans le dernier épisode. Napoléon, un génie de la communication. Une production de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, racontée par Marc Goujon et Jean-François Diaz, réalisée par Jean-François Diaz, écrit par Marc Goujon. Bruitage, BBC Sound Effect, Adobe Stock, musique libre de droit.